Serine Group, directeur général de la SAR. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Serine Momar Dieye, directeur de Halogène et président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Donc j'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio 90.3. Docteur Makumba Diouf, directeur de l'horticulture. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Je suis juriste spécialisé en gouvernance des ressources extractives. Je suis l'animateur de l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif, membre de la coalition Publiez ce que vous payez Sénégal. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur la 90.3 e-radio. Guy Pouet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVID. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Adam Awad, je suis directeur de publication de Financial Afrique. J'écoute Business Mag sur e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Kalsomba. Bokassi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Max sur e-radio avec Kalsomba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général Groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio avec Kalsomba. L'entrepreneuriat s'apprend-il? Quels sont les mécanismes et outils qui permettent aux entrepreneurs de rendre viable et rentable leur business? Le rôle du digital dans tout cela, la publicité d'hier et d'aujourd'hui, autant de questions qui seront abordées ce samedi 13 juillet de 11h10 à midi avec Ibrahima Kane, cofondateur de Gainako, accélérateur digital, l'invité de Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique de la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs avec Kalsomba. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-radio. Merci de regarder ITV sur Canal 15 TNT. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Le marketing digital est-il un levier de performance entrepreneuriale? Notre thème du jour, et pour en parler, Business Mag reçoit Ibrahima Kane, cofondateur de Gainako, une société de conseil en marketing digital spécialisée dans la création de contenus et de plateformes numériques, accélérateur de digital. Bonjour Ibrahima et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mou, merci de me recevoir ici. Bonjour à tout le monde, tous les auditeurs et les auditrices de e-radio. Voilà, je rappelle que vous êtes titulaire d'un master en management international à Lyon, en France. Vous êtes titulaire également d'un bachelor en global marketing à New York, aux États-Unis. Vous êtes expert en marketing digital. Vous avez un MBA aussi à New York, expert en marketing digital. Vous avez occupé des postes stratégiques à ADTink Media à Lyon et à Matomi Media Group aux États-Unis d'Amérique, pour ne citer que cela. Vous êtes jeune, sénégalais, bon temps. Merci encore une fois. Merci. Merci surtout à e-radio de recevoir des jeunes et de nous donner la parole. On est là pour faire la promotion de nos champions et de mettre en exergue l'élite sénégalaise. C'est notre mission. C'est gentil. Bon, je me mets pas encore dans l'élite, mais en tout cas, c'est gentil et merci vraiment. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà. Donc, après avoir occupé des postes de responsabilité en France, à New York, aux États-Unis, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat en 2017. C'est la même année où vous avez créé Gainako. Maintenant, d'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Ibrahima, les taux de chômage chez les jeunes des tranches âgées de 20 à 24 ans et de 25 à 29 ans, sont respectivement de 19,5% et 17,5%. Cette situation, on peut penser que cette situation a poussé les jeunes à se retourner vers l'entrepreneuriat. Vous êtes l'exemple patent, vous êtes entrepreneur. Maintenant, c'est une bonne chose de lancer son business, mais est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend, Ibrahima? C'est une question assez vaste et compliquée. Bon, j'aurais tendance à répondre non. J'imagine quand vous dites apprendre, c'est-à-dire dans un contexte scolaire, etc. Non, quand je dis apprendre, c'est-à-dire est-ce que le jeune qui décide de lancer son business devrait être au moins outillé de techniques? Est-ce qu'on se réveille un bon matin pour dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Écoutez, oui, je pense oui. Il y a des illustres aînés au Sénégal qui l'ont fait. On peut citer Bahambo, Pius Ndour. On peut citer aussi Youssef Oumaïs de Patisen. Voilà, la liste est relativement longue. Ici au Sénégal, en tout cas, on a
je pense qu'on a cette vision d'entrepreneuriat qui commence très jeune. Voilà, nos aînés nous reprochent souvent ce terme de l'identity, voilà, qu'on utilise nous, en tout cas nos générations, mais je pense que l'état d'esprit en tout cas est là. Au Sénégal, l'écosystème est relativement dynamique, voire même très dynamique, comparé à la sous-région. Il y a eu des initiatives aussi du gouvernement qui ont aidé. On a aussi le CETI qui était aussi précurseur dans ce domaine-là. Je parle du numérique, d'entrepreneuriat dans le numérique en tout cas. Et clairement, on a les atouts. Maintenant, pour répondre un peu plus à votre question, quand je dis apprendre dans un contexte scolaire ou avoir des outils, des techniques, c'est particulier dans le sens où on peut apprendre, mais on se retrouve tout de suite confronté à la réalité. Et la réalité, vous pouvez planifier autant que vous voulez, il y aura toujours des imprévus. Donc j'ai plutôt tendance à dire non. Ça s'apprend sur le tas. Comme j'ai cité quelques exemples de nos aînés qui ont appris sur le tas et qui, en 20-30 ans, ont réussi à construire des véritables empires. Donc, il faut se lancer pour apprendre. C'est avec l'expérience. Winston Churchill avait cette phrase qui disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec tout en restant motivé. Et je pense que voilà, c'est exactement cela qu'il faut cultiver. Bon. Maintenant, pour revenir un peu plus à cette mode un peu de l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui est théorisée partout dans le monde, notamment à Silicon Valley, j'ai tendance à mettre un peu petit bémol sur cela, tout simplement parce que il y a autant d'entrepreneuriat qu'il y a de culture, de diversité. Entreprendre dans le Saloum ou entreprendre en Tanzanie, c'est absolument pas la même chose. Oui. Les écosystèmes sont pas les mêmes. Les réalités fiscales, voilà, les pays anglo-saxons par exemple, entre les États-Unis et la France, il y a des différences immenses, fiscales, éthiques, stratégiques aussi. Donc c'est une question très très vaste. Après par contre, ce qu'on peut dire, c'est que des chefs d'entreprise, former des chefs d'entreprise, évidemment oui, depuis plusieurs décennies, toutes les grandes universités, les grandes business schools de ce monde forment des dirigeants qui s'arrachent à des prix d'or. On peut citer Carlos Ghosn par exemple, le PDG de Renault, qui a eu des problèmes récemment, mais qui est quand même quelqu'un qui aujourd'hui, enfin avant tous ces petits soucis, avait une bonne réputation, était extrêmement bien formé, parce que voilà, l'entreprise c'est beaucoup de spécialités, que ce soit le marketing, la comptabilité, la finance, etc. Personne ne peut tout maîtriser, sauf certains virtuoses, comme Carlos Ghosn par exemple. Et voilà, quand on voit toute l'originalité qu'on peut avoir dans la façon de les rémunérer, que ce soit les stock options, les salaires, l'inflation des salaires des grands PDG, des grands groupes. Évidemment, être chef d'entreprise, ça s'apprend et c'est pas pour tout le monde. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est une question plutôt je pense, de vision, d'ambition, de patience, de leadership, qui sont des choses qui sont pas forcément innées, mais qu'on acquiert par l'expérience et par le travail quotidien, en fait. Par le travail quotidien. Voilà, justement, au Sénégal, la durée de vie des PME, petites et moyennes entreprises, PMI, petites et moyennes industries, notamment également aussi les startups, c'est une problématique. Elles sont, en tout cas, les chiffres donnés par l'ANSD montrent que ces PME, PMI et startups ne sont pas viables. Maintenant, quels sont les outils et mécanismes qui vont permettre à l'entrepreneur de rendre viable et rentable son business? Parce que quand on lance son business, on veut vendre. On veut quand même que son activité soit pérenne. Oui, tout dépend encore du contexte. Aujourd'hui, nous, en tout cas, dans le marketing digital, dans le monde du digital, du numérique, globalement, on a des théories qui ont été formalisées aux États-Unis, notamment celle qui est la plus répandue aujourd'hui, qui est celle du lean management, du lean startup, qui a été théorisée dans le milieu des années 2000 et qui se base sur des concepts et qui décide que l'entreprise devrait se concentrer sur 5 points. Moi, j'aime bien en retenir 2. Lesquels? Revenez d'abord sur les 5. Sur les 5, oui. Oui. Bon, moi, je vais commencer par ceux que j'aime moins, disons. Donc, tu as le développement continu, donc, qui est plutôt lié du domaine de l'innovation. Tu as les métriques aussi, donc tout ce qui est analytics dans notre domaine aujourd'hui, tout est facilement mesurable. On peut savoir quel est l'impact d'une campagne de publicité, quel est l'impact d'un développement d'un produit. Et
on a aussi les deux autres qui sont ceux que je préfère, donc le MVP, donc le Minimum Viable Product en anglais, qui est le produit minimum viable, si on le traduit littéralement, qui simplement est la représentation minimale de ce que l'entrepreneur a comme produit, comme vision, qu'il apporte sur le marché pour pouvoir tester. Une fois que ce marché l'adopte, il décide d'augmenter la portée de son produit. C'est très utilisé dans le domaine technologique, notamment la création d'applications par exemple. Et celle que je préfère le plus, c'est la notion de pivot, qui veut dire en quelque sorte accepter qu'on s'est trompé et changer de direction. Donc il faut avant tout avoir une structure très très flexible, ne pas s'enfermer dans quoi que ce soit. Si par exemple, je vais donner un exemple, si vous décidez de faire de l'import-export au Sénégal, une plateforme d'e-commerce, comme il y en a beaucoup qui ont échoué par exemple, peut prendre cette verticale-là, tout dépend des produits. Si je décide par exemple de me spécialiser sur disons les familles, et on se rend compte par exemple que les produits pour bébés sont les plus populaires, il faut être agile pour pouvoir se repositionner sans perdre la marque, mais aussi sans perdre les consommateurs qui sont contents de la relation qu'ils ont avec la marque. Donc oui, ces deux techniques-là pour moi doivent être utilisées de plus en plus. Ne pas s'enfermer dans une vision. Être flexible. Être flexible, exactement. Être flexible et agile, c'est très important. Et avoir un mindset fort. Exactement. Une forte psychologie, un mental. Un mental. Oui, pour revenir j'adore cette citation de Churchill d'aller, donc le succès c'est d'aller d'échec en échec tout en restant motivé. Donc il faut rester motivé malgré les échecs. On prend une entreprise comme Apple qui a une des plus grandes capitalisations boursières au monde. Apple a sorti des produits qui n'ont jamais vraiment marché. Et tout récemment, par exemple, il y a quelques années, l'Apple Watch n'a pas forcément eu les ambitions en termes de vente qu'ils avaient espéré, parce qu'ils pensaient carrément changer cette industrie-là. Et au Sénégal, on peut citer pas mal de sites d'e-commerce qui ont échoué, qui ont fermé leurs portes très vite. Donc, il faut rester agile. Il faut vraiment rester agile. Si la porte est fermée, essayez de passer par la fenêtre. Exactement. Être flexible. Exactement ça. Voilà. Sans s'enfermer dans une vision où, surtout dans le marketing, on a tendance à vouloir au tout début partir avec une campagne, tambour, etc., dire qu'on est ceci, on est cela. On n'est pas grand-chose tant que le marché ne nous approuve pas de toute façon. Donc il faut rester vraiment flexible. Si nous prenons le cas du Sénégal, par exemple, avec l'écosystème, quels sont les pièges que les entrepreneurs devraient éviter pour mettre la clé sous le paillasson, comme on dit? Les distractions sont importantes à ne pas. Il faut pas toujours penser que les entrepreneurs ont en général ce trait de caractère-là, peuvent avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'idées par jour. Toutes les idées ne sont pas bonnes. Il faut d'abord mettre en place un plan stratégique et de marketing, parce que je vais défendre un peu ma profession. Le marketing, je pense que malheureusement, on retombe au second plan derrière la finance dans tout ce qui est le monde des entreprises en général, et aussi surtout à cause de toutes ces places boursières et toute cette frénésie qui existe dans les endroits comme la Silicon Valley par exemple, où on pense que tout est finance, tout est cash flow, etc. Non, je pense que tout est plutôt marketing, tout est plutôt marque. Lorsqu'on construit une marque forte, regardez Uber par exemple. Uber, premier trimestre de cette année, a perdu plus d'1 milliard de dollars. C'est conséquent. Mais pourtant, les gens continuent d'utiliser Uber, les investisseurs ont toujours confiance en Uber. Pourquoi? Parce qu'Uber est une marque. Quand je dis Uber, vous savez à quoi on fait référence, tout le monde. D'ailleurs, on a appris hier, je pense qu'Uber essaye de s'implanter ici au Sénégal, donc on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Mais oui, non, il faut recentrer le marketing, je pense, dans les décisions du quotidien, dans les plans stratégiques, dans la vision qu'on a pour son produit. Il faut toujours revenir au marketing, donc au marché. Voilà, vous m'avez un peu marché sur la langue, comme on le dit dans notre jargon. Quand on lance son business, on s'attend à un retour sur investissement. L'objectif, c'est de vendre, si c'est des biens ou ce sont des services aussi, c'est la même chose. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, est-ce que le marketing est la solution pour l'entrepreneur? Sans aucun doute pour moi, oui. C'est clairement une discipline qui est malheureusement
dans les pays anglo-saxons, c'est une industrie qui existe depuis 50, 70 ans maintenant, qui a été théorisée par toutes les très grandes agences aujourd'hui ont été souvent formées par des véritables visionnaires. En revanche, dans nos pays, disons francophones, qui ont cette culture un peu francophone des affaires, d'ailleurs, le marketing, c'est un terme qui se traduit quasiment pas en français, voire pas du tout. Donc c'est comme si on l'avait supprimé tout simplement. Le marketing, c'est comment apporter son produit, son service ou son image, même le marketing politique par exemple, à un marché, à une cible, à quelqu'un qui va vous donner une réponse. Cette réponse-là, c'est un achat, c'est un bulletin de vote, c'est simplement de la reconnaissance, mais c'est clairement ce qu'il faut recentrer dans le cœur d'un business aujourd'hui, parce que sans base, sans cible, si on n'a personne à qui parler, on n'a pas d'entreprise, tout simplement. Donc pour revenir un peu à votre question, il y a plusieurs techniques. Le marketing est très vaste. Moi, j'aime bien celle de la publicité. On associe souvent chez nous le marketing et la publicité. La publicité est une catégorie du marketing, une résultante même du marketing. J'aime bien l'approche AIDA qui a été théorisée il y a très longtemps, que tous les gens qui sont dans le marketing connaissent, qui est liée à la publicité. Donc AIDA, c'est AIDA, donc A pour attraction. Une publicité aujourd'hui, le premier step à passer, c'est celui de l'attraction, qu'il faut attirer, quel que soit le message. Il faut de l'originalité dans le message. Ensuite, l'intérêt, il faut susciter l'intérêt. Parce que si j'ai votre attention et que vous n'avez pas d'intérêt pour la chose, je perds mon temps. Ensuite, plus fort que l'intérêt, c'est le désir. C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle se sent intéressée par la chose, elle a envie pour un politique d'être derrière, pour une entreprise d'acheter, de tester le produit. Et la dernière chose qui est très très souvent oubliée, c'est l'action. C'est-à-dire si je vous mets une publicité et que je vous parle de mes produits et que vous avez envie d'acheter et que je ne vous dis pas où acheter, je ne vous donne pas un site web, ce qu'on appelle un call to action, je ne vous donne pas un numéro de téléphone, je ne vous donne pas un WhatsApp, j'ai fait tout ça pour rien. Donc c'est cette technique-là qui est assez simple, je pense, elle peut aider beaucoup de personnes qui n'ont aucun intérêt dans le marketing à se dire voilà comment je peux simplement construire une publicité. Et puis le deuxième point important aussi à retenir, c'est le marketing mix qui est traditionnel. Je pense que tout le monde aussi a une idée un petit peu de ce que c'est. Non, pas tout le monde, attention, vraiment. Désolé de vous couper la parole. Quand on regarde le tissu économique du Sénégal, il est composé à 90% du secteur informel. Mes parents Baol sont là des acteurs incontournables du tissu économique qui ont leur business, qui font des chiffres d'affaires top. Et ces gens-là, pourtant, n'utilisent pas le marketing, quelque part. Je pense qu'ils utilisent le marketing. En fait, il y a beaucoup de choses D'ailleurs, le marketing aujourd'hui a pris comme discipline dans les grandes universités, les grandes business schools du monde. C'est assez récent si on compare aux mathématiques, aux sciences sociales, etc. Donc aujourd'hui, on n'a encore pas assez de recul, je pense, pour se rendre compte. J'ai cité l'exemple de Monsieur Omaïs, de Monsieur Mboup. C'est des gens qui ont fait et grâce à l'expérience, grâce à ce qu'ils ont vu, ils ont testé des choses, ils ont appris. Ils n'ont pas forcément appris des théories, mais ils ont appris sur le tas, entre guillemets, par l'expérience. Et l'expérience, ça devient quoi ensuite? Ça devient de l'intuition. C'est-à-dire on est sûr qu'il faut aller dans ce sens-là, mais on n'a pas forcément d'analyse poussée, on n'a pas fait une thèse sur le sujet, mais on sait qu'il faut aller dans cette direction-là. Et je pense que c'est pareil, que ce soit pour les produits, avoir une certaine sensibilité en se disant, j'ai le recul nécessaire pour analyser par exemple les femmes, analyser ce segment de la population-là, comment elles consomment mon produit, comment elles réagissent lorsque mon produit leur est servi. On peut faire des tout petits focus group, prendre 4-5 personnes. Mais l'entrepreneur analphabète ne peut pas faire cela. Je pense qu'il peut quand même le faire. Comment Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui lance comme ça son business. Comme je vous l'ai expliqué tout de suite, en testant, en se jetant en fait tout simplement à l'eau. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de paramètres, d'essayer de quantifier le nombre de followers, des trucs comme ça. Comment l'entrepreneur analphabète pourrait avoir toutes ces réponses? Écoutez, nous, vous savez, on a des exemples chez nous de Gainako. Donc, nous, on fait de la transformation digitale. On a des clients ici qui sont sur la place, qui ont forcément compris l'intérêt du numérique. Voilà, ils ont WhatsApp, tout simplement. Commençons par WhatsApp, qui est génial pour l'Afrique aujourd'hui, parce que WhatsApp, on n'a pas besoin d'avoir Bac+5 pour utiliser l'application. Oui. N'importe qui sait reconnaître les sigles, on peut envoyer des vocaux, etc., les stories. Les gens voient très bien comment ça fonctionne.
Et ça fait qu'ils arrivent à sentir cette montée-là. Donc nous, chez Ganaco, on a des clients qu'on est en train de digitaliser, qui sont passés de quasiment du stade de rien du tout à des gens aujourd'hui qui reçoivent justement des appels directement sur WhatsApp. Donc WhatsApp appartient à Facebook. Si aujourd'hui vous décidez d'aller faire des publicités sur Facebook ciblées, vous vendez, je reprends l'exemple d'accessoires pour bébé. Voilà, on n'a pas un enfant quand on a 15 ans, on n'a pas un enfant quand on a 70 ans. On ne sait jamais. Ça peut toujours arriver. Oui. Mais disons la masse, en général, est située entre un certain âge. Non, c'était une petite pizza. Oui, bien sûr, j'ai compris. Non, on peut cibler certaines personnes et faire que ces personnes-là se dirigent ensuite vers eux. Une fois qu'ils ont compris ce système-là, ils ont envie de le dupliquer. C'est-à-dire qu'ils posent des questions autour d'eux. Comment je peux, par exemple, avoir accès à WhatsApp et pour sortir du digital aussi, pareil, aujourd'hui, avec le développement de toutes les séries, etc., qu'on voit un certain placement de produits. Si on est analphabète, on comprend quand même que la télé, rassemble des millions de personnes et que si on met quelque chose en face des millions de personnes, il y a plus de chances que 5, 10, 20, 100 personnes nous contactent. Tant qu'il y a un call to action, bien sûr. Donc... non, je pense pas que c'est un problème, honnêtement. Je pense pas que l'analphabétisme joue un rôle réel dans le marketing. Oui. Non, pas dans le marketing en tout cas, parce que le marketing, c'est comprendre les gens, tout simplement. Et on n'a pas besoin de l'apprendre, je pense, tant qu'on fait. Si vous passez 5 ans à vendre un produit, je vous garantis qu'au bout de 5 ans, vous en saurez plus que n'importe quel agrégé ou diplômé. Donc je prône plus la pratique. Vous parlez en connaissance de cause ? Absolument. Donnez-nous une anecdote. Je ne vais pas citer de nom ni quoi, oui. mais voilà, on a un client qui est jeune, qu'on aide, on est vraiment parti de rien avec lui. On sait qu'il a un potentiel parce que le produit qu'il vend est... Comment vous arrivez à déceler le potentiel chez un jeune entrepreneur en business, quelqu'un qui a la volonté de lancer son business ? Déjà, s'il a des ventes, tout simplement des ventes, même si c'est qu'un début, même si c'est pas autant régulier que ça peut l'être chez d'autres, commencer quelque part et nous expliquer que ce produit-là touche une cible particulière, pour moi, il y a quelque chose. C'est-à-dire que c'est toujours une question de segmentation. À partir du moment où vous arrivez à prendre 2 personnes qui se ressemblent et à les faire adhérer à quelque chose, c'est que vous avez déjà compris quelque chose que ces personnes-là ont en commun. Que ce soit des valeurs, des goûts, des intérêts, etc. Donc à partir du moment où nous, on cible quelqu'un qui a un potentiel sur le marché, on va tout simplement lui poser les bonnes questions. Il y a ce terme un peu technique qui est les personas qu'on utilise beaucoup dans le marketing, qui catégorise les gens en fonction d'un set de préférences, de comportements, de choses comme ça. Et donc si on vend un produit à une cible identifiée et qu'on arrive à l'apporter avec de la satisfaction au client, c'est qu'on a clairement du potentiel. On a clairement du potentiel. Vous êtes bien sur iRadio 90.3. Vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Ibrahima Kane, cofondateur de Gainako, une société de conseil en marketing digital spécialisée dans la création de contenu et de plateformes numériques. Notre invité Ibrahima, nous sommes dans un monde des affaires qui bouge, c'est la vérité. Un monde connecté, très connecté même. Alors, le digital, essentiel pour l'entrepreneuriat ? Essentiel pour faire décoller un business ? Je dirais même... en fait, c'est même pas seulement essentiel, c'est qu'aujourd'hui, si vous voyez, on prend l'exemple d'un étudiant qui a 19, 20, 21 ans, qui a quand même un ordinateur portable, parce qu'avec le mobile c'est bien, tout le monde a un mobile en Afrique, mais le mobile, c'est pas ce qui va nous permettre d'avoir aujourd'hui, tout de suite en tout cas, une grande part d'entrepreneurs. On peut prendre l'exemple par exemple de Madagascar. Aujourd'hui à Madagascar, vous avez une industrie du digital, une industrie de petites mains, si on peut dire, qui font des tâches que les grands pays occidentaux ne veulent pas faire. Ça permet d'avoir quand même un certain revenu de subsistance. Et ces gens-là ont commencé simplement en utilisant la barre de recherche Google, la barre de recherche YouTube. Aujourd'hui, vous pouvez vous former en tout ce que vous voulez en fait. Si vous avez la patience, l'envie et la détermination, vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses sur Internet. Et donc moi vraiment j'ai envie d'appeler mes petits frères jeunes étudiants qui sont là. Moi c'est ce que j'ai fait, premier stage dans le numérique, j'adorais ça, j'ai toujours eu cet intérêt-là pour les ordinateurs, la technologie, etc.
Et une fois que je suis sorti de ce stage-là, que je suis retourné en cours, ma première envie, c'était simplement de faire ce que j'avais appris et de le faire pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, si on aurait vraiment une toute petite aide des pouvoirs publics, même s'ils ont déjà quand même fait beaucoup au Sénégal, on va pas se plaindre, mais on pourrait quand même, je pense, aider beaucoup d'étudiants, de jeunes qui ont du temps, qui ont besoin d'un petit revenu complémentaire, de faire plusieurs choses. Mais excusez-moi, l'État a mis en place des agences comme par exemple l'ADER, FONSIS, FONGIP et tout ça. Justement, hier, une étude a été publiée et des chercheurs ont dit clairement que c'est vrai que l'État a mis en place des mécanismes, mais ils ont l'impression que les jeunes n'ont pas accès à cette information pour pouvoir se lancer. Mais bien sûr, mais c'est normal et c'est logique. Mais et comment faire pour changer la donne ? Parce que je me dis que mettre ces mécanismes et que les cibles n'ont pas été atteintes aussi. Après, ces mécanismes-là, à proprement parler, ils sont pour des entreprises qui sont déjà structurées, qui ont déjà prouvé qu'ils ont un business model, qui ont besoin de financement pour pouvoir dupliquer leur. Donc quelque part, il y a une frange qui a été laissée en rade alors. Absolument, qui est pas, malheureusement, qui n'est pas celle qui va tirer l'innovation tout de suite. Moi, je parlais plutôt de ceux qui ont besoin d'un revenu complémentaire et de créer une espèce d'industrie de petites mains. Dans le sens où, aujourd'hui, si vous allez à Paris, à New York, enfin, on va prendre des pays francophones, à Paris, à Genève, à Bruxelles, etc., vous avez des agences qui sont structurées, qui ont des marchés, mais qui ont des besoins de contenu. Généralement, nous, c'est ce qu'on fait chez Gainacom, on produit du contenu pour le marché sénégalais, et eux, ils ont besoin de produire du contenu pour le marché français. Et aujourd'hui, vous en avez déjà. Ils n'ont pas attendu longtemps pour s'y mettre. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui au Sénégal, beaucoup, pas assez bien sûr, mais il y en a plusieurs qui sont aujourd'hui en train de produire du contenu sur les plateformes. Vous avez plusieurs plateformes de freelance, vous avez freelancer.com, Upwork, etc. Ce sont des plateformes qui vous permettent aujourd'hui à n'importe qui a une carte d'identité et une carte, je ne vais pas citer de banque, mais une carte prépayée de n'importe quelle banque de la place, pouvoir aujourd'hui se créer un compte sur ces sites-là et répondre à des mini-appels d'offres, si on peut les appeler comme ça, pour produire du contenu, pour faire de la correction, pour aller faire des petites tâches. Parce qu'aujourd'hui, pour un Français, un Belge, etc., recruter quelqu'un, un stagiaire à temps plein, c'est pas forcément rentable pour lui. Eh bien, il va préférer dépenser 50, 100, 150 euros par mois sur un jeune qui comprend, qui maîtrise bien le français, par exemple, ou qui a du temps disponible pour aller répondre à les commentaires. Voilà, il y a plein de tactiques qui sont mises en place pour aider les marques européennes, mais n'ont clairement pas le temps ni les moyens tout de suite de le faire. Donc, nous, en tant que jeunes, et moi je lance un appel honnêtement aujourd'hui, j'en profite, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, nous aider ou faire quelque chose qui aurait évidemment un but non lucratif pour pouvoir former ces jeunes-là, les aider, leur donner des astuces pour pouvoir eux aussi mettre en tout cas un pied ou un orteil dans cette industrie du digital-là, on le fera avec plaisir, ça c'est sûr. Et donc l'ADER et toutes les agences que vous avez citées aujourd'hui sont à des niveaux différents, tout simplement. Eux sont tous nécessaires pour pouvoir consolider une industrie, parce que le Sénégal, même s'il y a beaucoup d'initiatives, le Sénégal perd quand même un petit peu de place comparé au Kenya et surtout à la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui se réveille vraiment. Donc c'est important de pouvoir densifier notre écosystème, ça c'est évident. Mais voilà, à côté de ça aussi, je pense qu'on peut aider les jeunes à commencer, en tout cas, à rentrer dans ce monde du marketing digital. En quoi faisant ? Si l'État devrait vous aider aujourd'hui, oui. Dans la formation, tout simplement, accompagner dans la formation, des formations, mais par contre très pratiques. Mais quand on parle de formation, forcément, il y aura des formateurs. Est-ce qu'on a la ressource humaine qualifiée pour pouvoir former ces jeunes ? Oui, absolument. Absolument, on a la ressource humaine, ça c'est indéniable. Lorsque je vous parle de produire du contenu, quelqu'un qui est en 2e, 3e, 4e année à l'UCAD ici a parfaitement le niveau, n'a pas besoin d'être formé particulièrement sur son travail, mais il aura simplement besoin d'être formé sur la façon de devenir un bon freelancer, sur quelles sont les plateformes, comment bien fonctionner sur ces plateformes-là.
Voilà, il y a 1000 façons aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de mettre en place ce dispositif-là? Il faut les moyens. Il faut clairement les moyens pour former les jeunes. Il faut pouvoir faire du suivi. Il ne faut pas simplement dire on va faire un espace de formation comme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous les voyez, toutes les formations. J'ai vu un titre, je ne m'en souviens même plus. Le titre, il faisait 4 lignes. C'était, c'est pas pour faire de tort à celui qui fait la formation du tout, hein, mais c'était la pensée managériale à l'épreuve des forces de disruption. Pardon, mais ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous prenez un jeune de 18 ans, vous lui dites viens à ce séminaire ou cette formation-là. À la fin de la formation, il a quasiment rien appris, que de la théorie. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses absolument aériennes qui ne lui permettront pas, lui, demain, de venir, d'ouvrir son ordinateur, d'aller sur un site et de gagner de l'argent tout de suite. C'est ça dont on a besoin. On a besoin de personnes qui aient envie d'insuffler cela. Donc, des gens comme nous, par exemple, chez Ganaco, on va donner notre temps avec grand plaisir pour former ces jeunes-là, leur montrer... Gratuitement ? Parfaitement gratuitement, oui, absolument. Leur montrer comment arriver sur ces plateformes-là et s'en sortir. D'ailleurs, je voudrais saluer encore une initiative qui existe depuis plusieurs années, qui est Volcano, j'imagine que vous les connaissez. Oui, Abdourad. Exactement. Oui. Donc il y a des gens qui ont parfaitement envie de partager ce qu'ils ont appris. Et nous, on en fera partie avec plaisir. Et je pense même qu'il y a... Voilà. Donc ce serait bien que l'État du Sénégal vous accompagne. Totalement. Vous avez besoin de quoi concrètement? C'est une plateforme. Vous avez la tribune pour parler. Les autorités écoutent l'émission pour que vraiment ces jeunes-là soient en relais, qu'ils puissent gagner leur vie dignement à travers l'entrepreneuriat. Et cela passera par la formation, comme vous l'avez dit. L'idée, honnêtement, c'est quelque chose qui est en train de naître en ce moment. Mais oui, c'est le moment de le dire, oui. Oui, écoutez, il faudrait prendre le temps, prendre un peu de recul pour organiser ça vraiment, le structurer. Mais c'est une idée en gestation alors. Exactement. C'est une idée en gestation qui doit être travaillée avec tout le monde, hein, parce que forcément, le gouvernement aussi a ses urgences et ses priorités. L'État ne peut pas tout faire. Voilà, exactement. Nos États ne sont pas... Nos États sont en difficulté, ça on le sait, c'est le propre de notre continent. Donc il faut pas que je lance des choses comme ça sans pouvoir y réfléchir. Mais voilà, pensez à ceux qui ne sont pas structurés, pensez à ceux qui n'ont pas besoin de 50, 100 millions, 150 millions comme certains de nos champions en devenir. Et voilà, former les jeunes gratuitement, encore une fois, sur tous ces aspects-là et leur permettre en une semaine, 2 semaines, 1 mois de pouvoir commencer à mettre un pied et de gagner un petit revenu complémentaire. Voilà. Nous allons parler des géants, par exemple, comme Amazon, vous l'avez cité, comme Facebook, qui ont compris très tôt l'importance du numérique dans les affaires. Je parle sous le contrôle de mon confrère Ousmane Gueye, l'expert en TIC Maison qui anime la grande émission E-Tech. On sait, oui, excellente émission, oui, à ne pas rater demain d'ailleurs. Facebook va lancer aussi une crypto-monnaie. Donc ces géants apparemment sont en avance sur l'Afrique. Ils ont très tôt compris tous les enjeux qui tournent autour du numérique. Oui. En fait, il y a aussi quelque chose d'injuste un peu dans cette industrie-là. Quand vous regardez la capitalisation boursière d'Amazon, Google, Facebook, voilà, il dépasse certains États. Donc, je suis même pas sûr qu'ils soient aussi investis en Afrique qu'on peut le dire. Ils ont des vues sur l'Afrique, mais je suis pas sûr qu'ils soient aussi investis. Pourquoi ? Parce que la part de leur chiffre d'affaires qui est alloué à l'Afrique, la part de leurs opérations, de leur personnel et tout ce que vous voulez qui est alloué à l'Afrique est encore faible. Et je pense que justement on doit mettre ces gens-là de côté et plutôt partir du bas. On a des champions au Sénégal, oui. On a des vrais champions qui font des choses exceptionnelles. InTouch par exemple, Wikari, Baicedo, bon, la liste est longue, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a clairement des gens qui aujourd'hui travaillent, certains avec moins de bruit que d'autres, mais qui sont là en train de consolider, de faire vraiment la transition digitale aujourd'hui au Sénégal. Et c'est par ces gens-là que ça passera, je pense. Parce que vous l'avez bien vu avec l'e-commerce, combien de sites sont venus au Sénégal, mais se casser la gueule. Est-ce qu'il n'y a pas derrière, on va dire, des facteurs socio-culturels ? Parfaitement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'au début d'émission, je vous répondais que l'entrepreneuriat, il est aussi divers qu'il y a voilà, il y a autant de zones où la façon d'entreprendre est totalement différente, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. En Chine, vous pouvez faire ça dépend de l'écosystème du pays. Exactement, la culture surtout. La culture aussi, un paramètre à ne pas... Voilà.
on ne fait pas du business en se serrant la main aux États-Unis. On a une armée d'avocats, avocats contre avocats, et voilà. En Chine, au Sénégal, on peut faire du business. Ici, il y a le masla aussi, notre fameux masla, oui. Tout le monde négocie dans notre pays. Voilà, il y a certaines... Il est temps de briser quand même ces barrières. En quoi faisant? Est-ce que vous êtes optimiste? Je ne sais pas s'il faut les briser, honnêtement. Je pense que c'est... On fait avec? Voilà, c'est ça. Il faut accepter ce qu'on est et ne pas forcément se sentir moins bon ou quoi que les autres. On est simplement, tout le monde est différent. On accepte la différence et on avance. Exactement. Donc non, pour en revenir à tout cet écosystème, disons, global de la Silicon Valley, il ne faut pas non plus qu'ils nous trompent, parce qu'ils ont des réalités complètement différentes. Si vous allez aujourd'hui dans un incubateur, par exemple, j'ai eu la chance d'aller chez Techstars à New York, qui est l'un des premiers incubateurs au monde, vous avez une armée de jeunes diplômés des plus grandes universités, Harvard, Stanford, etc., qui sont en train de poursuivre un rêve. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se le permettre. Leur pays peuvent se le permettre. Financièrement, ils ne vont jamais retomber en dessous d'un certain niveau. Nous, on fait partie des pays les plus pauvres du monde. Je pense qu'il ne faut absolument pas qu'on se calque sur leur façon de penser. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas les mêmes cultures. Et donc, c'est en passant par le bas, comme je vous disais, c'est-à-dire avec des initiatives comme celle de la DER, par exemple, qu'on va financer les gens qui ont de l'expérience, un vécu, un réseau au Sénégal, qui ont l'habitude de travailler avec leurs compatriotes, plutôt que d'attendre le Facebook qui vient nous évangéliser. Ça va pas se passer. Nous allons rester dans le digital, Ibrahima. Force est de constater aussi que l'univers du business est en pleine mutation aussi à cause du numérique. Donc la publicité a forcément changé de paramètre. On va faire un focus sur la publicité d'hier et d'aujourd'hui avec une touche numérique. Oui, j'adore ce sujet-là. Vraiment, la publicité reste quand même un domaine assez jeune. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médias il y a 100 ou 200 ans. Donc il y a encore de la théorie qui va arriver tous les jours et aussi de la pratique. Si vous voyez aujourd'hui ce que vous pouvez faire avec Facebook, c'est assez impressionnant. Avec WhatsApp, exactement, qui est la propriété de Facebook aussi. Oui. Donc WhatsApp aujourd'hui, je pense que c'est assez particulier parce que Facebook fait tout pour le garder comme un outil de communication directe. Mais par contre, Facebook, Instagram, qui leur appartiennent aussi, sont des plateformes vraiment aujourd'hui. Je lance un appel à tout le monde. Mettez-vous sur Facebook. Tous les entrepreneurs, toutes les entreprises de ce pays doivent absolument commencer à apprendre aujourd'hui. On peut faire des choses absolument fantastiques avec Facebook, comparé à la télé par exemple. La télé ou à la radio, l'auditeur ne choisit pas le moment où il reçoit la publicité, il n'est pas forcément dans le contexte. Il n'y a pas de ciblage particulier, même si je vois que les télés aujourd'hui en Occident essayent de rentrer dans le domaine. Oui. Je pense qu'ils savent. C'est un monde connecté en pleine mutation. Oui, on parle maintenant de télé digitale, radio digitale. Exactement. Donc aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire des choses assez particulières. Aujourd'hui, je peux cibler les gens qui habitent à Gorée pour leur vendre quelque chose. Je peux cibler les gens qui habitent nous sommes aujourd'hui ici à Liberté 6 Sacré-Cœur. Je peux cibler les gens qui sont à Liberté 6 Sacré-Cœur, qui sont des femmes qui ont entre un certain âge. Donc voilà, c'est des choses qui sont révolutionnaires comparées à ce qu'on faisait aujourd'hui avec la télé ou avec toute la pollution visuelle qu'on a avec les panneaux publicitaires. Je ne sais pas si vous faites 5 km dans Dakar et que vous vous rendez d'un point A à un point B, vous avez peut-être vu 100, 200, 300 messages publicitaires. Aucun ne nous est personnellement dessiné. C'est juste, voilà, on tente un peu sa chance, on distribue un peu tout. Vous voulez dire que ces affichages n'ont plus d'effet avec l'avènement du numérique? Voilà, c'est-à-dire qu'avec l'avènement du numérique, aujourd'hui, les choses ont changé. Si on n'a pas de moyens, si on a une niche, si on est ciblé, voilà, si demain on vend une bouteille d'eau, effectivement, un panneau publicitaire, je vous le recommanderais parce que tout le monde boit de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais si vous souhaitez vendre, comme je reprends l'exemple de vêtements pour bébé, par exemple, ou d'accessoires pour bébé, voilà, on sait quel âge ont les parents. Il faut un travail sérieux derrière, un ciblage. Exactement, un ciblage professionnel. Et la deuxième chose que permet le numérique, que ne permet pas la publicité traditionnelle, c'est de pouvoir contrôler et rediriger si nécessaire. Par exemple, si demain je reprends mon exemple de vêtements pour bébé, je peux savoir combien de personnes ont vu la pub, où est-ce qu'elles l'ont vu, c'est-à-dire qu'elles étaient sur Instagram, sur Facebook, sur un ordinateur, sur un mobile. Et aussi, je peux savoir ce qu'ils ont fait ensuite sur mon site web, sur mon application. Je peux savoir quelle page ils ont vu, combien de fois ils l'ont vu.
Et donc ça me permet moi, en tant que marketeur, de pouvoir améliorer mon ciblage, de pouvoir corriger si par exemple je me rends compte que le message ne passe pas chez les hommes mais pas chez les femmes, etc. Donc c'est vraiment un éventail de possibilités extraordinaires et je pousse vraiment tout le monde, Bana, Bahol, industriel, tout le monde vraiment à utiliser les réseaux. Je pense qu'ils ont compris. Par contre, ils ont compris ça. Même j'ai vu, je ne citerai pas d'artistes, mais des artistes qui font des publicités pour annoncer leur soirée via WhatsApp maintenant. C'est extraordinaire. Mais ils ont innovant. Raison. Oui. Ils ont parfaitement raison. Au lieu d'aller payer une pub, c'est vrai que nous sommes des médias et nous, on aimerait bien recevoir des... Mais bon, la donne a changé. Mais la donne a changé, mais ce qui est justement l'opportunité qui s'ouvre, la fenêtre de tir qui s'ouvre pour les médias, justement, c'est de pouvoir... Voilà, comme je vous disais aujourd'hui, on n'a pas un code de la publicité particulièrement... Mais ça risquerait quand même de tuer un peu notre business. Non, je pense pas, parce que les produits... Nous, les médias. Les produits de grande consommation. Les produits de grande consommation ne sont pas affectés par ça, parce que c'est un modèle industriel qui a été commencé aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, qui est aujourd'hui l'industrialisation. On fait du marketing, on vend des produits, de la lessive, du savon, des cubes magie, etc. Les bouillons, les fameux bouillons. Exactement. Donc, pour ce ciblage-là, on cible la ménagère, etc. Le marché est déjà là. Donc, l'opportunité pour les médias, les radios et tous les médias en général, c'est de pouvoir se rabattre un peu plus sur cette grande consommation-là et de pouvoir saisir un peu mieux les opportunités de partenariat sur un peu plus le long terme, sur décliner les offres publicitaires sur d'autres émissions, sur créer carrément des productions originales comme on le voit aujourd'hui. La créativité sera là toujours, je pense. Donc, je ne m'inquiète pas pour les médias. Parole d'Ibrahima Kane. L'actualité économique africaine du moment, Ibrahima, la ratification de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous allons vers un marché africain unique, une aubaine certainement pour le secteur privé africain. Seulement la compétitivité de nos produits et la labellisation de nos produits aussi, c'est un défi à relever. Oui, absolument. Absolument. On le voit, on a l'exemple de l'Union européenne qui, aujourd'hui, voilà, quand vous allez... à Bruxelles, c'est beaucoup de lobbying, c'est très compliqué aujourd'hui pour que ce soit le consommateur ou les marques de travailler ensemble en fait dans un contexte législatif qui respecte les intérêts de la population ou des industriels. Donc voilà, on aura la chance au moins d'avoir un peu de recul et de pouvoir apprendre de l'Union européenne. Après, par contre, je suis un vrai panafricain. Cette vision, je pense que les gens de notre génération l'ont encore plus que nos aînés. Mais il ne faut pas peut-être mettre un peu la charrue avant les bœufs. Hein. Il faut se rendre compte quand même que les échanges intra-régionaux sont très faibles. L'Afrique aussi dans le commerce mondial est très très faible. Oui. Tous nos pays africains ne font qu'importer. Aussi, il faut se rendre compte quand même de ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que l'Union européenne est un excellent exemple. Il y a 3 ans, 4 ans, la Grèce, c'était un exemple parfait qui a permis de réveiller beaucoup de soucis qu'il y avait entre la France et l'Allemagne. Et on peut regarder le Sénégal et la Côte d'Ivoire comme 2 exemples, par exemple. La Côte d'Ivoire qui exporte beaucoup de matières premières, comparé au Sénégal. On n'a pas forcément les mêmes objectifs, on n'a pas forcément besoin des mêmes politiques économiques. Donc il faut saluer la valeur symbolique d'avoir 53 pays sur 54 qui se mettent autour d'une table et qui soient d'accord sur pas mal de choses. C'est déjà bien, c'est super. C'est déjà extraordinaire. Oui. Franchement, c'est un rêve. Il y a l'hérité qui reste. Oui, mais on espère. Oui, ils vont finir par arriver. Je pense peut-être à cause de leurs problèmes géopolitiques avec l'Éthiopie. Mais non, je pense que ça va. C'est déjà bien. C'est déjà ça va forcément aller dans le bon sens. Après, il y a aussi des questions autour de l'intégration politique. On n'a pas les mêmes systèmes politiques partout. Il y a des pays où il y a encore des personnes qui sont bien ancrées, le Cameroun par exemple. Oui. Il y a des pays qui ont des tensions entre eux. Il y a pas d'armée. On regardait où l'Union européenne n'a pas d'armée aussi, mais au moins ils ont ce prétexte de l'OTAN. Ils peuvent se cacher derrière l'OTAN à chaque fois que c'est nécessaire pour régler leurs problèmes entre eux. Mais nous, voilà, si demain entre 2 pays il y a et il y a la CEDEAO. Oui, mais la CEDEAO n'est pas militaire. C'est ça le problème. Il faut une intégration politique. Voilà. C'est quelque chose qui est très très complexe, qui se met en place sur des très longs temps.
Et voilà, aucun pays ne va abandonner des avantages géostratégiques, etc. pour l'aspect symbolique. Hein. Les gens reviennent toujours aux réalités. Chacun veut protéger un petit peu sa population, etc. Mais non, je ne veux pas paraître pessimiste. C'est extraordinaire, franchement. Oui, c'est extraordinaire. Une autre chose extraordinaire, le Sénégal a découvert du pétrole en 2014, du gaz en 2016. Les premiers barils sont attendus au plus tard en 2023. Est-ce que vous êtes conscient en tant que jeune entrepreneur sénégalais des opportunités qui s'offrent à vous? Vous êtes membre du secteur privé. L'État a déjà réglé le problème en votant la loi sur le contenu local. Non, c'est pareil. Espérons que ça soit une bénédiction. Ça ne peut être qu'une bénédiction. De toute façon, on est un pays avec des gens qui sont les mieux formés, les plus intelligents. Donc, voilà, surtout que ce soit ici ou dans la diaspora, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc, on le voit aujourd'hui, notamment avec la création de l'INPG, qui est une excellente initiative, qui est en train de former sa première cohorte. Promotion, oui. C'est ça. Oui. Les ingénieurs, ils sont 22. Exactement. Donc voilà, ça sera en plus de l'aspect symbolique et fierté, ça sera des gens parfaitement bien compétents. Opérationnels. Voilà, prêts à relever le défi. Non, je pense que c'est une excellente nouvelle pour le Sénégal, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va tirer l'économie du pays vers le haut. On va s'ouvrir encore plus. Beaucoup d'investissements. Aujourd'hui, on le voit avec ce que l'AFD a investi pour Saint-Louis. On va avoir un afflux de personnes et de capitaux. Donc, et il y a une part de marché réservée aux Sénégalais. Oui. Voilà. Donc ce qui est très très important. Ce sont les ressources naturelles de notre pays, donc il faut qu'on ait même plus qu'un droit de regard là-dessus. Il faut qu'on soit impliqué dans la transformation, et c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est que ça continue. Voilà, je rappelle que vous avez fait vos études en France et aux États-Unis. Vous avez aussi occupé des postes stratégiques dans ces pays. À un certain moment, vous vous êtes dit je laisse tout et je retourne au Sénégal. Quel message rapidement lancez-vous à l'élite sénégalaise basée un peu partout à l'étranger? Même ceux qui sont là, je veux leur dire, première envie. Surtout ceux qui sont à l'étranger. Oui, je vais venir après. Rapidement, oui. Première envie, c'est qu'il y ait plus de solidarité et plus d'ambition pas forcément pour leur génération. J'ai pas envie de faire du racisme anti-vieux, mais il faut miser sur notre jeunesse. C'est vraiment notre richesse la plus grande, et ce n'est pas simplement pour le Sénégal, c'est pour tout le continent. Nos jeunes sont vraiment motivés et ils ont envie. Aujourd'hui, quand on voit l'écosystème à Dakar, il faut venir le voir. Donc ça, c'est pour la diaspora, il faut venir. Lorsque vous êtes ici, il ne faut pas simplement rester en famille. Il faut aller. Il y a une multitude d'événements au Sénégal, en général en plus gratuits, où on peut avoir une invitation assez facilement. Tout le temps des choses qui se passent. Allez voir, allez rencontrer les personnes. Vous allez voir que ça bouillonne réellement. On a des jeunes qui en veulent. Ah oui, on en a beaucoup. J'ai cité notamment les trois startups précédemment. Il y a aussi vraiment un écosystème qui est en train de se former, donc les incubateurs, notamment Impact Hub, qui est dirigé par un ami et promotionnaire, Abdelaziz Sy, qui fait de bonnes choses et qui accompagne beaucoup d'auto-entrepreneurs et beaucoup de startups en besoin sur différents aspects. Et je pousse vraiment tous ceux qui sont à l'étranger à venir et à ne pas rester en famille et à rencontrer du monde. Et mettre la main dans la pâte, comme on dit, pour que notre cher Sénégal se développe. Exactement. C'est ça? Oui, parce que malheureusement, après, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui... quand on est à l'étranger, je l'ai vécu, on est un peu dans une bulle. On ne se rend pas compte de ce qui se passe sur le terrain. Donc, quand on vient, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir et ne pas hésiter à parler aussi à gauche, à droite. Les gens ici n'ont pas peur, personne ne va vous voler votre idée, votre argent, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens, tout le monde, la plupart des gens sont sérieux ici, et il faut pas penser que c'est l'Afrique. Il y a toujours cette pensée-là dans la diaspora, malheureusement, qui pense qu'on va arriver ici. Il y a mon technicien qui me fait signe que je dois leur rendre l'antenne bientôt, mais juste l'heure du quiz a sonné, vous n'allez pas y échapper. Mais avant qu'on y aille, une simple curiosité, Ibrahima, pourquoi le nom Gainako? C'est par rapport à votre appartenance, vous êtes Halpula? Exactement. Oui. Parce que quand on entend Gainako, ça nous renvoie au lait.
Ça vous renvoie avant le lait, le berger. Voilà, Gainaco, le lait, le berger, et vous êtes dans le digital, simple curiosité. Mais justement, c'est ça, il faut pas penser que le digital est simplement une forme. Donc voilà, moi je n'aime pas ceux qui pensent que quelque chose arrive pour remplacer le reste. Par exemple, vous êtes une radio, la télé, lorsqu'elle est arrivée, n'a pas tué la radio. On écoute toujours autant la radio aujourd'hui. Le téléphone fixe existe toujours, etc. Donc, faut pas penser que quelque chose arrive pour effacer le reste. Donc, restons dans le digital. En prenant cette vision qu'a le berger et cette façon de traiter son bétail, qui est chez nous, voilà, je suis une famille de bergers aussi, donc ça, forcément, c'est pour renvoyer à cette notion de guider les communautés sur le web. Super. On en arrive au quiz, au fameux quiz. Vous êtes prêts? Première question, acronyme SWOT en anglais ou FFOM? SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Traduction en français? Strength, c'est la force. Weakness, c'est les faiblesses. Opportunités et les menaces. Voilà, super. C'est un outil de stratégie d'entreprise qui vise à préciser les objectifs de l'entreprise ou du projet, à analyser les facteurs internes et externes. C'est du marketing. Voilà, deuxième question. Je suis né le 23 octobre 1957. Je suis président de la République depuis le 17 avril 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Qui suis-je? Donnez pas de pays? Non, ce serait un cadeau. Donc vous avez dit président... Je reprends, on n'a pas assez de temps. Je suis né le 23 octobre 1957. Je suis président de la République depuis le 17 avril 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Qui suis-je? Vous avez 2 secondes. Je passe. Paul Kagame. Ah. La monnaie locale du Nigeria. NAIA. Super. Le bitcoin, une crypto-monnaie. Un bitcoin égale à combien de francs CFA? De francs CFA 500 000. 6 879 983. Quand je dis Kenya, avocat né en 1961, qui suis-je? Je passe. Barack Hussein Obama. Merci Ibrahima Kane. Il est l'heure, je dois rendre l'antenne à 1 minute du journal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci. Antoine Diouf est déjà là pour la grande édition de e-radio, le Midi King. Merci à Biran Sissé qui a assuré la partie technique. Pera Sagna était à la réalisation. Merci et à samedi prochain, Inch'Allah. Merci. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Merchiship, 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 non gouvernementale